Élection couplée. Hier, les Ivoiriens étaient aux urnes pour désigner les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Le scrutin s'est plutôt déroulé dans le calme et les résultats officiels sont attendus cette journée. 22 avril, la Journée mondiale de la Terre. L'événement célébré depuis 1970 a pour objectif d'éveiller les consciences pour la sauvegarde de notre planète. Et puis, fin de perturbations dans le secteur de l'éducation nationale. Le mot d'ordre de grève de l'intersyndicale lancé le 8 avril dernier a été levé. Les enseignants appelés à reprendre les cours. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. La Côte d'Ivoire a vécu hier les premières élections couplées de son histoire. Les électeurs étaient appelés à désigner leurs conseillers municipaux et leurs conseillers régionaux. Malgré quelques incidents, ce double scrutin s'est déroulé dans le calme. Au point de vue de la participation, en attendant les statistiques officielles de la Commission électorale indépendante, nos équipes sur le terrain ont fait des constats divers. Les résultats des élections, comme je le disais dans les titres, sont attendus dans les prochaines heures. Et pour se rendre compte du bon déroulement du scrutin, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, était en tournée dans la région de Lamé. Il a été suivi par Juliette Ouya. Le président de la commission électorale indépendante dans la région de Lamé, Youssouf Bakayoko, est venu s'enquérir du bon déroulement des élections municipales et régionales 2013. La commission électorale sous-préfectorale de Agou, la commission électorale indépendante locale de Adzopé, les bureaux de vote des lycées modernes et EPP Commerce de Adzopé, tous ont été visités par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Tout est fait pour démontrer qu'il n'y a pas d'affrontement, qu'il n'y a pas de propos désobligeants d'un candidat vers l'autre, donc les choses se passent calmement. C'est un fait à souligner. Deuxièmement, les candidats ont, je crois, compris notre appel, parce que eux aussi sont les artisans de cette accalmie ou cette situation de paix. Troisièmement, les électeurs eux-mêmes viennent accomplir leur vote dans la sérénité. Les chiffres qui nous sont communiqués indiquent qu'à peu près nous tournons autour de 30% de taux de participation. On le voit, l'engouement n'est certes pas total chez les électeurs, mais le scrutin dans la région de Lamé s'est déroulé dans le calme et la tolérance. Voilà, le taux de participation provisoire est estimé à environ 30%. Ce soir, Adama Koné y reviendra. Après plusieurs jours de perturbations pour cause de grève, l'école a repris aujourd'hui dans le primaire et le secondaire public ici en Côte d'Ivoire. Hier, l'intersyndicale du secteur éducation-formation a annoncé la suspension de son mot d'ordre de grève lancé le 8 avril dernier. L'ISEP accepte de confier le traitement de tous les désagréments liés à la grève à la Convention de la société civile ivoirienne pour une solution rapide avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, à savoir 1. Le reversement des ponctions opérées sur les salaires du mois de mars 2013. 2. Le reversement des cotisations syndicales déjà précomptées en janvier 2013. 3. La levée de la mesure de suspension des précomptes des cotisations syndicales au profit des syndicats du secteur éducation-formation. 4. L'annulation des condamnations des enseignants pour fait de grève. 5. La libération de tous les enseignants et élèves détenus par rapport à la grève. 6. L'annulation des mutations, des affectations et des révocations des enseignants en rapport avec la grève. En conséquence de ce qui précède, l'ISEF réunit en Assemblée générale extraordinaire des secrétaires généraux le samedi 20 avril 2013. 1. Félicite les enseignants de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exemplaire durant ces différents arrêts de travail. 2. Remercie particulièrement la Convention de la société civile ivoirienne, conduite par son coordonnateur national, Bakayoko Sidiki Sagidiba, et à travers lui, tous ceux qui se sont impliqués positivement dans la recherche de ces points d'accord. 3. Décide de suspendre son mot d'ordre de grève
à compter de ce jour, dimanche 21 avril 2013. Appel 4. Appelle tous les enseignants et assimilés de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès le 22 avril 2013 à 7 h. Voilà, c'était Bli Blé David, le président de l'ISEF, l'intersyndicale du secteur éducation-formation, qui annonçait la fin de la grève des enseignants du public. Et je l'annonçais tout à l'heure pour nos éditions prochaines, mais il est déjà prêt. Adama Koné revient sur le taux de participation aux élections couplées qui se sont déroulées hier ici en Côte d'Ivoire. Quelle est la proportion des Ivoiriens en âge de voter inscrits sur la liste électorale qui ont effectivement pris part aux élections couplées du dimanche 21 avril? En attendant que la commission électorale indépendante livre les résultats définitifs, son président Youssouf Bakayoko annonçait à 3 heures de la fermeture des bureaux de vote un taux de participation d'environ 30%. Autrement dit, à cette heure, seulement 3 électeurs sur 10 avaient accompli leur devoir civique. Faible taux, pourrait-on dire, mais l'analyse impose de garder la mesure. Si l'on met ce taux en rapport avec la tradition des chiffres en matière d'élections locales en Côte d'Ivoire. Le 25 mars 2001, les consultations municipales avaient mobilisé 41% des électeurs. Quant aux conseils généraux du 7 juillet 2002, le taux de participation était, lui, de 28,01%. De l'œil d'observateur, ces consultations locales enregistrent généralement un faible taux de participation. Bien curieux constat quand on sait que ces élections touchent directement la gestion des cités, donc le quotidien des citoyens. Il est tout simplement dommage que cette population hésite souvent quand il s'agit de choisir ceux qui sont chargés de conduire le développement sur le plan local. Et le texte d'Adama Koné était dit par Alexis Ouedraogo. Il se tient le deuxième colloque scientifique sur le paludisme. L'activité réunit des experts qui font le point, comparent et associent les résultats de leurs différentes recherches afin d'obtenir des avancées dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme qui est un problème de santé publique ici en Côte d'Ivoire. Et à la faveur du colloque qui a ouvert ses portes ce matin même, Alexis Ouedraogo se propose de nous faire le point sur l'avancée des recherches sur le paludisme en Côte d'Ivoire. Avec un mort toutes les 30 secondes, le paludisme tue chaque année 1 million de personnes dans le monde. Son parasite est principalement transmis la nuit avec la piqûre de l'anophèle, moustique femelle. L'infection se propage dans le sang en colonisant les hématies et en les détruisant. Le symptôme le plus classique du paludisme est la répétition cyclique d'une sensation de froid suivie de frissons avec fièvre durant 4 à 6 heures. On estime que plus de 2 milliards de personnes vivent dans des zones à risque. Dans plusieurs pays européens, selon les derniers rapports de l'OMS, l'éradication de la maladie s'est appuyée sur des changements de comportement, l'amélioration du cadre de vie et l'aménagement du territoire. Le dessèchement des étangs insalubres est aussi important puisque le moustique adulte ne se déplace pas à plus de 300 mètres de son point d'origine. Pour l'heure, de nouveaux médicaments sont sur les marchés, combinaisons dihydroartésémicine, commercialisées sous le nom de Euratessin. Ils sont pour la plupart développés dans des laboratoires chinois. L'artémisinine, issue d'Artemisia annua, une plante d'origine chinoise, a largement prouvé son efficacité en Asie. Des études menées en laboratoire et dans de nombreux pays impaludés démontrent à la fois son efficacité et sa facilité d'administration. Elle éliminerait plus rapidement les parasites présents dans le sang. Et nous le disions en titre, aujourd'hui c'est le 22 avril et c'est la journée mondiale de la Terre. Événement environnemental célébré depuis 1970, la journée mondiale de la Terre est l'occasion pour se rappeler que nous sommes de passage sur la Terre et que nous avons le devoir de la laisser intacte et vivable pour ceux qui viendront après nous. Le sénateur américain Gaylord Nelson encourageait les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Voilà l'origine de la Journée mondiale de la Terre. Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde, célébré par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.
Le 30 mars 2005, un rapport accablant de l'UNESCO sur l'impact de l'homme sur la planète était publié. Les activités humaines des dernières années ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses. Le bien-être de l'homme est menacé d'ici à 40 ans. Quelle solution donc? Le développement durable pourrait en être une. Il s'agit de réussir à concilier les activités des entreprises tout en préservant l'environnement. De nombreux pays se sont engagés dans cette voie avec des objectifs concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la planète, car l'homme est considéré comme la première cause des catastrophes naturelles. Un jour, c'est un séisme à Haïti, au Chili ou en Indonésie. Un autre, c'est un cyclone aux Caraïbes. Un troisième, c'est un glissement de terrain aux Philippines. Les morts s'accumulent et la démographie y est pour beaucoup, parce que les hommes ayant besoin d'espace occupent au mépris des dangers des zones menacées. La terre est notre patrimoine, elle a appartenu à nos ancêtres. Aujourd'hui, nous y vivons. Nous avons le devoir donc de la laisser vivable pour ceux qui viendront après nous. Et c'était un commentaire de Hamza Diaby. On reste avec Hamza Diaby pour cette fois-ci en savoir plus sur la production de semences améliorées de palmiers à huile. C'est une initiative du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui est engagé dans la démarche qualité. Une démarche qualité pour satisfaire clients et partenaires et donc faire face aux défis d'un marché en perpétuelle évolution. Voilà le nouvel engagement du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Une démarche qui a abouti à la certification de son système de production de semences de palmiers à huile, des variétés de semences améliorées. Le CNRA a créé du matériel végétal performant en mettant en place des semences de palmiers à huile de bonne qualité, et ce matériel-là est résistant à la fusariose. Ce matériel a pour but de renouveler le verger de la Côte d'Ivoire en matière de l'agriculture, satisfaire les besoins des paysans qui vont faire des replantations, satisfaire aussi les besoins des agro-industries afin de maintenir la place de la Côte d'Ivoire comme leader dans le secteur de la culture du palmier à huile. La mise en œuvre du système de management de la qualité au CNRA a permis à la structure de mettre au point des semences aux producteurs, avec un rendement de 25 tonnes de régime par hectare et par an. Une réelle optimisation de l'activité de production de semences de palmier à huile. Le Centre national de recherche agronomique a été créé en 1998 dans le but de mieux coordonner la recherche agronomique afin d'obtenir de meilleurs résultats. Rendons-nous à Bouaké, où l'hôpital psychiatrique Saint-Camille a reçu des visiteurs assez spéciaux. Un Allemand, un Espagnol et un Argentin venus d'Allemagne à vélo pour s'imprégner des conditions de vie des pensionnaires de l'établissement et leur apporter du soutien. Le reportage de Ouattara Amadou Walter dans un commentaire de Kwadio Kwame. Histoire peu ordinaire, celle d'un jeune Allemand de 32 ans, Markus Weber. Ce jeune est parti à vélo de son pays natal pour arriver à Bouaké et rendre ainsi visite aux malades mentaux de l'hôpital psychiatrique Saint-Camille-Nebo. Hôpital dont il a entendu parler grâce aux médias et sur Internet. Au cours de son voyage, il a fait la connaissance d'un Argentin et d'un Espagnol avec lesquels il a poursuivi son périple. Heureux de se retrouver parmi les pensionnaires stabilisés de Saint-Camille-Nebo Bouaké, Markus Weber nous livre ici les moments forts de son parcours depuis l'Allemagne. Je voulais vraiment savoir ce que les personnes travaillent et habitent ici. Et là, je vais expliquer ce que les personnes font ici. Et je suis très très contente de voir comment les personnes travaillent ici. Très bon. Un acte qui marque les pensionnaires de cet hôpital et leurs encadreurs qui profitent de cette occasion pour lancer un appel aux parents des malades et aux âmes de bonne volonté. On demande à nos frères et sœurs de nous aider. Même s'ils ont des malades ici, qu'ils acceptent de participer à leur prise en charge, même de les réintégrer dans leur famille. La situation de ces malades constitue une réelle inquiétude pour des âmes sensibles de plusieurs continents. Les parents proches n'ont aucun intérêt
à abandonner les leurs. Toujours à Boaké, mais cette fois-ci avec Djarasouba Larsend, allons à la rencontre des populations d'Amanikro, décidées à mettre leur village sur les rails du développement. Un bâtiment de 3 classes, l'électrification villageoise et l'hydraulique villageoise améliorée. Ces 3 infrastructures de base viennent de renforcer les équipements socio-économiques du village d'Amanikro Faris dans la commune de Boaké. Ces réalisations sont à l'actif de la mutuelle de développement du village dénommée MUDAF. Financées entièrement par cette mutuelle, ces réalisations ont coûté plus de 20 millions de francs CFA. Tous les intervenants ont salué le travail abattu par la MUDAF. Ils ont encouragé le sens élevé de rassemblement et de cohésion des filles et fils de ce village. Pour le président de la MUDAF, de nombreux autres projets attendent de voir le jour pour le bonheur des populations d'Amanikro Fari. En outre, l'église du village n'a pas échappé à l'action bienveillante de ses fils qui viennent d'achever sa construction pour le bonheur des fidèles chrétiens. Les parents restés au village ont quant à eux exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leurs enfants pour toutes ces réalisations et les ont exhortés à les poursuivre pour le rayonnement d'Amanikro Faris. L'action gouvernementale et parlementaire décortiquée et expliquée aux populations rurales, c'est l'exercice auquel s'est soumis Koné Ziesibiri. Il est député à l'Assemblée nationale pour le compte des populations de Madinani. Le reportage de Thérèse Yoboué. Centre culturel de Madinani. Le député de la circonscription électorale de Fengolo, Ngolo Blasso, Madinani, Koné Ziesibiri, a rappelé et expliqué les grandes décisions du gouvernement, de même que les lois votées récemment, notamment celle sur le mariage qui peut être mal comprise par la population fortement islamisée et très traditionnaliste. Il s'est agi également de partager avec les populations les préoccupations relatives à l'environnement socio-économique local et proposer de façon consensuelle des pistes de solutions. Chaque fois que je viens dans ma circonscription, je suis interpellé par les différentes couches sociales. Donc je me suis dit, au lieu de répondre individuellement, je viens convoquer une réunion où j'explique tout ça en une fois. On prépare à cette rencontre d'échange avec les populations le secrétaire général de préfecture de Madinani ainsi que le sous-préfet. Ces 2 administrateurs ont profité de l'occasion pour expliquer le rôle d'un député, le plan national de développement, la loi de finances 2013, les collectivités locales, districts, régions, communes. Ils ont également sensibilisé sur les conflits éleveurs-agriculteurs, sur le VIH-Sida et sur la déclaration des naissances et des décès. Je crois qu'aujourd'hui, ce que l'honorable député vient de nous dire, vraiment nous a beaucoup apaisé, nous a beaucoup rassuré avec la collaboration de l'administration qui n'a fait que confirmer ce qu'il a dit concernant par exemple l'axe Bundiali au Guinée, concernant par exemple l'axe Samatigila jusqu'en Guinée. Les populations ont souhaité que ces échanges se tendent à d'autres localités. À Gagnoa, il était question de paix et de cohésion sociale. Une journée dite de l'entente et de la réconciliation a été organisée à cet effet. C'était dans le village de Doukouyo, dans la sous-préfecture de Niagbo-Dougnoa. On reste avec Thérèse Yoboué. Doukouyo, village du canton Bamo, dans la sous-préfecture de Niagbo-Dougnoa. Une localité cosmopolite. Les populations de Bamo, à l'instar de celles de nombreuses régions du pays, connaissent des conflits liés à la rareté des terres cultivables. Elles connaissent également des difficultés de cohabitation entre communautés nées des frustrations au lendemain de la crise post-électorale. Le sous-préfet de Niagbo-Dougnoa, Trabikwe, a initié cette journée afin qu'un climat de paix règne dans le canton. Les chefs de village, au cours des échanges, ont dénoncé le manque de respect de l'autorité des chefs de village par certains allogènes depuis la fin de la crise. Ils choisissent, selon eux, de s'adresser à la gendarmerie, là où par le passé, les chefs étaient sollicités pour le règlement des conflits. Le sous-préfet de Niagbo-Dougnoa a remis aux chefs de village un guide pour accomplir au mieux leurs devoirs. Il leur a rappelé que le respect qui leur est dû se mérite par leur capacité à être juste et impartial à l'égard de tous leurs administrés sans discrimination. L'administrateur civil a exhorté les populations autochtones et surtout les jeunes à se mettre au travail de la terre,
afin de mieux se prendre en charge, en évitant ainsi les situations conflictuelles liées à la convoitise et la vente illicite des terres. Hors de chez nous, au Mali, hier, le président de la commission de la CEDEAO était à Gao. Désiré Kadri Ouedraogo a visité successivement les troupes françaises, puis les contingents nigériens, maliens, guinéens et sénégalais. La sécurité et les prochaines élections étaient à l'ordre du jour. Avant cette visite, vendredi, il s'est tenu la 4e réunion internationale sur le Mali. C'était à Bamako, le mandat d'une mission de l'ONU au Mali. Le dialogue intermalien comptait parmi les sujets évoqués. Les détails de cette réunion avec Marie-Laure Ngoran. 4e réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali. Sont présents dans la capitale malienne, au Centre international de Bamako, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et les autorités maliennes. Au cœur de la rencontre, la crise au Mali. Les participants veulent renforcer la paix et la sécurité dans le Sahel. La réunion de Bamako fait suite à celle de Bruxelles en Belgique. Des rencontres qui ont enregistré des progrès dans la résolution de la crise au Mali. Progrès salué par les autorités maliennes. Depuis qu'il bénéficie de votre appui, de votre solidarité et de votre engagement sans calcul à ses côtés durant sa grave crise, le peuple du Mali a un mot à la bouche. C'est merci. Le ministre ivoirien chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, étaient de la délégation ivoirienne. Ils ont pris part aux travaux sur la situation au Mali. Dialogue et réconciliation, renforcement des institutions de la transition, situation humanitaire, retrait progressif des troupes françaises. Autant de sujets abordés. Et pour un retour rapide à la normalité au Mali, les délégués présents à Bamako sont décidés à traduire en actes les différentes recommandations, notamment la transformation de la MISMA en mission onusienne de maintien de la paix au Mali. En Italie, Giorgio Napolitano se succède à lui-même. Il est le seul candidat à avoir obtenu suffisamment de votes au Parlement. Sa réélection, une première en Italie, est plutôt bien accueillie dans le reste du monde. À 88 ans, il prête serment aujourd'hui et devrait dans les jours qui viennent composer un gouvernement de large union. Je déclare élu président de la République, Giorgio Napolitano. La réélection du président italien Giorgio Napolitano, 87 ans, est une première dans l'histoire de l'Italie. La réélection de cet ancien communiste a été accueillie par une longue ovation debout de la majorité des grands électeurs. Giorgio Napolitano avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas se représenter en raison de son âge avancé et aussi de la volonté de changement exprimée par les électeurs. Giorgio Napolitano a finalement cédé à la pression des responsables politiques, incapables de lui trouver un successeur après 5 tours de scrutin. Une réélection qui fait la joie du député Carlo Giovanardi. Je suis absolument en sa faveur. Le président sortant a été réélu pour sortir l'Italie de l'impasse où elle se trouve. Cette réélection a provoqué la fureur des partisans du mouvement 5 étoiles qui a crié au coup d'État. Montrons à ces gars que nous sommes des citoyens différents de la classe politique dirigeante de ces 20 dernières années. Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, 2 fois président du Conseil italien, figure de la gauche italienne présentée comme favori, n'a pas obtenu la majorité absolue des 1000 grands électeurs. La tâche du vieux président sera lourde et délicate. Napolitano est à mettre dans le même panier que tous ces gens qui sont responsables de l'actuelle situation du pays. La situation contraint le pays à aller de l'avant avec un gouvernement démissionnaire depuis 4 mois. Le pays est plongé dans la récession économique et une crise sociale.
Nouveau tollé en Inde, la population crie sa colère après le viol d'une fillette de 5 ans. Les policiers en charge de l'affaire auraient proposé un arrangement aux parents pour qu'ils ne portent pas plainte. C'est d'ailleurs la cause principale du mécontentement des manifestants. La petite fille a été séquestrée par un voisin pendant 2 jours, violée à plusieurs reprises, puis étranglée et laissée pour morte. Elle est actuellement hospitalisée et son état de santé est jugé stable. Toujours en Inde, et cette fois-ci en images et en son, les conditions difficiles de scolarisation des enfants de la rue. Envoyer tous les enfants dans les écoles, un défi toujours d'actualité en Inde. Pourtant, la discrimination scolaire sévit, les enseignants refusent les enfants des rues. Raison invoquée, leur saleté. Les professeurs disent qu'ils n'admettront pas les enfants des chiffonniers parce qu'ils sont trop sales. S'ils viennent, ils sont mis de côté. Quand nous allons à l'école, on nous demande de sortir nos enfants et de les emmener dans une autre école. Aller dans une autre école, pas si facile. Dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, les parents font travailler leurs enfants. L'association Save the Children lutte contre la déscolarisation après avoir analysé le problème. Beaucoup d'élèves passent à travers les mailles du filet et n'ont pas appris beaucoup. Même les connaissances de base, en calcul et en lecture, manquent. Aller à l'école et y rester, un pari à relever pour l'avenir du pays. L'économie va probablement pâtir de ce manque d'éducation de la population. C'est donc un énorme inconvénient. S'il y a des lacunes dans la scolarité, elles affecteront le bien-être des enfants quand ils seront adultes. Impliquer les enfants, c'est l'objectif de cet établissement de New Delhi. Des techniques d'apprentissage interactives ont été mises en place, un premier pas vers la fin de la déscolarisation. Un tour des informations dans le reste du monde avec des escales en Angleterre, en Chine, en Irak, mais d'abord aux États-Unis. Le pays est prêt à venir en aide à la rébellion syrienne qui a pour principal objectif la chute du régime de Bachar al-Assad. John Kerry a annoncé samedi à Istanbul le doublement de l'aide américaine à la rébellion syrienne, une aide essentiellement économique mais aussi de matériel militaire défensif. Il pourrait s'agir de véhicules, de gilets pare-balles et de lunettes de vision nocturne. Si elle monte en puissance, l'aide américaine est loin des exigences de la rébellion syrienne qui plaide depuis des mois pour la livraison d'armes lourdes, seule solution selon elle pour faire pencher la balance sur le terrain et accélérer la chute du régime de Bachar el-Assad. Les Irakiens votaient samedi pour renouveler leur assemblée provinciale, premier scrutin depuis le départ des troupes américaines fin 2011. Selon la commission électorale, le taux de participation approchait les 51%, mais les résultats ne sont pas attendus avant la fin du mois. Seules 12 des 18 provinces irakiennes ont participé au scrutin, ce qui entame quelque peu sa crédibilité. Dans les provinces d'Al-Anbar et de Ninive, majoritairement sunnites, le vote a été reporté en raison de l'instabilité. Des attentats à la veille du vote avaient fait 10 morts et 41 blessés au nord de Bagdad. Une foule compacte se pressait dimanche à l'ouverture du salon de l'automobile de Shanghai. Avec 19 millions de véhicules immatriculés en 2012, le marché chinois est désormais le premier marché mondial, un marché prometteur devenu crucial pour les constructeurs internationaux, d'autant que le marché européen, lui, est en forte baisse. Les Chinois aiment les gros cylindrés et les 4x4, dont les ventes sont en forte hausse, à contre-courant des autorités qui aimeraient favoriser les véhicules propres pour dépolluer les villes chinoises, régulièrement asphyxiées par le gaz carbonique. 36 000 coureurs se sont présentés dimanche au départ du marathon de Londres, une course protégée par des mesures de sécurité renforcées, 6 jours après l'attentat qui a ensanglanté celui de Boston. Le coureur éthiopien Tsegaye Kebede a remporté l'épreuve, couvrant les quelques 42 km en 2 heures, 6 minutes et 3 secondes, devançant de 30 secondes le Kenyan Emmanuel Matai et son compatriote Ayele Apcheru. Chez les dames, la Kenyane Priska Jeptou s'est imposée en 2 heures 20 minutes et 23 secondes devant sa compatriote Etna Kiplagat.
Retour en Côte d'Ivoire et précisément à Bouaké pour terminer en sport avec les finales régionales des compétitions de l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Des finales suivies pour nous par Ouattara Amadou Walter et Kwadjo Kwame. Venus des établissements primaires, secondaires et techniques de la région de Bouaké, une cinquantaine d'équipes ont pris part aux finales régionales de l'OASU édition 2013, tenues à l'ancien stade de Bouaké. 10 équipes en sport collectif ont compéti dans les 3 disciplines, notamment le football, le handball et le basketball. Elles iront défendre les couleurs de la région à Yamoussoukro pendant les finales interrégions prévues pour le 27 avril et le 4 mai 2013. Il reste à connaître les noms des qualifiés dans les domaines de l'athlétisme et du taekwondo. Révéler des talents naissants dans une saine émulation, tel est donc l'objectif principal de ces Jeux. Voilà, c'est ici que l'on se sépare. Merci d'avoir suivi ce journal et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI1.